En 1995, un père célibataire s'est retrouvé avec ses 8 filles jumelles. Voici comment elles se portent. 30 ans plus tard. Philippe Dubois tremblait en tenant les papiers de sortie d'hôpital tout en regardant les 8 berceaux devant lui. Sa femme Claire était partie 3 jours après la naissance des octuplés, laissant seulement une lettre disant qu'elle ne pouvait pas faire face à la responsabilité de 8 bébés. À 28 ans, le mécanicien d'un petit atelier de Lyon se retrouva complètement seul avec ses 8 filles identiques. « Monsieur Dubois, les filles sont prêtes à rentrer à la maison », dit l'infirmière, lui tendant un sac avec des biberons, des couches et des médicaments. « Êtes-vous certain de pouvoir vous occuper d'elles seul ?» Philippe avala sa salive. Il parvenait à peine à payer le loyer de son appartement de 2 pièces, sans parler de subvenir aux besoins de 8 enfants. Mais c'étaient ses filles, et il ne les abandonnerait jamais comme Claire l'avait fait. La première nuit à la maison fut un cauchemar. Charlotte-Marie, Camille-Louise, Juliette-Claire, Manon-Sophie, Léa-Margot, Chloé-Emma, Inès-Sarah et Zoé-Mathilde pleuraient à des heures différentes, comme si elles s'étaient concertées pour ne pas le laisser dormir. Philippe courait d'un berceau à l'autre, essayant de deviner laquelle avait faim, laquelle avait besoin d'un changement de couche, laquelle voulait simplement être prise dans les bras. Désespéré de les organiser, il attacha des rubans colorés aux poignets de chacune. Charlotte-Marie eut un ruban rouge, Camille-Louise bleu, Juliette-Claire vert, et ainsi de suite. Mais les petites tiraient sur les rubans les unes des autres, créant encore plus de confusion. Le deuxième jour, la voisine du dessous, Madame Moreau, frappa à sa porte avec une casserole de soupe. « J'ai entendu les pleurs toute la nuit, mon garçon. Vous avez besoin d'aide », dit la dame aux cheveux grisonnants, lui poussant la casserole dans les mains. « Ces filles seront votre bénédiction, mais aussi votre plus grand défi. » Philippe ne put retenir ses larmes. Il n'avait personne d'autre que Madame Moreau qui proposa de garder les bébés quelques heures par jour pendant qu'il travaillait. Mais les problèmes ne faisaient que commencer. Au 3e mois, Philippe fut licencié de l'atelier. Le patron, M. Bernard, expliqua qu'il ne pouvait plus accepter ces absences constantes. « Je comprends votre situation, Philippe, mais ici, c'est une entreprise. Vous ne pouvez plus respecter les horaires, » dit l'homme, évitant de regarder le jeune homme dans les yeux. Sans emploi et avec 8 filles à nourrir, Philippe vendit sa Renault 5 1987 et commença à faire de petites réparations à domicile. Il transforma le balcon de l'appartement en un atelier improvisé, où il réparait des vélos, des appareils électroménagers et tout ce qui se présentait. Les voisins commencèrent à parler. Certaines femmes chuchotèrent dans le couloir qu'un homme seul ne pourrait pas élever 8 filles correctement. Il devrait en confier certaines à l'adoption, commenta Madame Laurent, de la porte à côté. Ce n'est pas naturel pour un père seul d'avoir autant d'enfants. Les critiques parvinrent aux oreilles de quelqu'un qui fit un signalement anonyme. Un matin, une assistante sociale frappa à la porte de Philippe. « Je suis le docteur Isabelle Martin du Conseil de protection. Nous avons reçu un signalement concernant les conditions des enfants ici, » dit la femme sérieuse, avec de grosses lunettes et un clipboard à la main. Philippe sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il montra la maison impeccable, les filles bien nourries et propres, les médicaments bien rangés, la routine de soins qu'il avait créée. Le docteur Isabelle fut impressionné, mais promit de revenir pour une deuxième visite. « Vous faites un travail admirable, mais je dois suivre le développement des enfants, » dit-elle avant de partir. Lorsque les filles eurent 2 ans, Philippe remarqua quelque chose d'étrange. Elles se parlaient entre elles dans une langue qu'elles seules comprenaient, pointèrent des objets et balbutiaient des sons qui ne semblaient avoir de sens que pour le groupe. Inquiet, il les emmena chez le pédiatre, le docteur François Petit, qui le rassura. « C'est courant chez les multiples, Philippe. Elles ont créé leur propre langage. Mais vous devez stimuler la parole individuelle de toute urgence, sinon cela pourrait retarder le développement du langage traditionnel. » Philippe a commencé à séparer les filles pour des activités individuelles, ce qui s'est avéré presque impossible. Quand l'une faisait un puzzle avec lui, les 7 autres pleuraient en voulant participer. C'était comme si elles étaient liées par un fil invisible. Chers auditeurs, si vous aimez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Maintenant, continuons. Les années suivantes ont apporté des défis uniques. Philippe a appris à couper les cheveux en regardant des vidéos à la location, parce qu'il n'avait pas d'argent pour emmener 8 filles au salon. Il a appris à coudre pour réparer les vêtements qu'elles abîmaient en jouant.
Il a appris à cuisiner des plats différents parce que chacune avait développé des goûts spécifiques, même en étant identiques. Charlotte-Marie aimait le sucré, Camille-Louise préférait le salé, Juliette-Claire ne mangeait que si la nourriture n'était pas mélangée dans l'assiette. Manon-Sophie avait peur du noir, Léa-Margot adorait la musique, Chloé-Emma était la plus courageuse, Inès-Sarah la plus timide et Zoé-Mathilde voulait toujours être le leader. À l'école, les enseignantes étaient toujours confuses. La directrice, Madame Dupont, a appelé Philippe pour une réunion spéciale. « Monsieur Philippe, les filles sont d'excellentes élèves, mais nous devons trouver un moyen de les différencier. Hier, Camille-Louise a passé le test de Charlotte-Marie. Et aujourd'hui, Chloé-Emma prétend être Inès-Sarah pour ne pas faire d'éducation physique. Philippe a ri pour la première fois depuis des mois. Ces filles apprenaient à être astucieuses, chacune à sa manière. C'est alors que Juliette-Claire, à 7 ans, a pris des ciseaux d'école et s'est coupé les cheveux très courts. Quand Philippe est allé les chercher, il a trouvé 7 filles aux cheveux longs et une chauve. « Pourquoi as-tu fait ça, Juliette-Claire ?»« Parce que je veux être différente, papa. Tout le monde me confond avec mes sœurs. Je suis moi, pas elles. » Les autres ont soutenu leurs sœurs et ont commencé à demander des coupes différentes. Philippe a dû devenir coiffeur aussi. Charlotte-Marie a voulu une frange. Camille-Louise des cheveux mi-longs. Manon-Sophie un carré. Et ainsi, chacune a créé son identité visuelle. L'argent a toujours été serré. Philippe travaillait de 5 heures du matin à 11 heures du soir, réparant tout ce qui se présentait. Les filles ont appris très tôt à s'occuper les unes des autres et de la maison. Zoé-Mathilde, qui a naturellement pris la tête, organisait la routine de ses sœurs. « Papa, Inès-Sarah a de la fièvre », rapportait-elle. « J'ai déjà donné le médicament que vous avez laissé noter. Chloé-Emma a cassé l'assiette, mais nous avons déjà balayé les éclats », ajoutait Léa-Margot. Elles sont devenues une équipe. Quand l'une était malade, les 7 autres s'occupaient d'elle. Quand l'une était triste, le groupe entier la consolait. Philippe a réalisé qu'il n'avait pas seulement élevé 8 filles, mais une famille unie de manière unique. À 10 ans, lors d'une réunion à l'école, Philippe a découvert quelque chose qui l'a rempli de fierté. Les enseignantes ont raconté que ces filles protégeaient une camarade, Julie, qui était harcelée parce qu'elle était très ronde. « Les 8 se tiennent toujours autour d'elle pendant la récréation », a expliqué Madame Leroy. Hier, quand quelques garçons sont venus embêter Julie, elles ont formé un cercle protecteur. C'était beau à voir. « Julie est notre amie », a dit Inès-Sarah, la plus timide, surprenant tout le monde en parlant. Personne ne la touche. Philippe a senti sa poitrine gonfler de fierté. Ses filles apprenaient des valeurs importantes de solidarité et de protection, mais tout n'était pas rose. Quand elles ont eu 15 ans, Camille-Louise est tombée amoureuse d'un garçon de l'école, Lucas Martin. Philippe a paniqué en découvrant qu'elle manquait les cours pour voir son petit ami. « Camille-Louise, tu as 15 ans. Tu es trop jeune pour avoir une relation sérieuse. Papa, vous ne comprenez pas. J'aime Lucas. » La dispute a été si intense que Camille-Louise est partie en courant de la maison. Les 7 autres sœurs se sont immédiatement mobilisées pour la chercher sans même savoir où elle se trouvait. C'était comme si elles avaient un radar interne qui les connectait. Elles ont trouvé Camille-Louise chez les parents de Lucas, en train de pleurer dans la chambre du garçon. Mais la surprise fut de découvrir que la famille du jeune homme avait accueilli la jeune fille avec tendresse. « Elle nous a parlé de votre situation », a dit Madame Martin, la mère de Lucas. « Quel courage est le vôtre d'élever 8 filles seules. Camille-Louise est une jeune fille merveilleuse. » Philippe a réalisé que sa surprotection étouffait ses filles. Ce soir-là, il a présenté ses excuses à Camille-Louise et a commencé à avoir des conversations individuelles avec chacune, découvrant des rêves et des personnalités uniques qu'il avait ignorées pendant des années. Charlotte-Marie voulait être infirmière. Camille, Louise rêvait d'être enseignante. Juliette-Claire avait du talent pour les mathématiques. Manon-Sophie adorait dessiner. Léa-Margot composait de la musique. Chloé-Emma voulait être avocate. Inès-Sarah écrivait de la poésie. Et Zoé-Mathilde avait l'esprit d'entreprise. « Papa, chacune de nous est une personne », a dit Zoé-Mathilde lors d'une de ses conversations. « Vous nous avez toujours vus comme un groupe, mais nous sommes 8 individus différents qui s'aiment. » Cette révélation a transformé Philippe. Il a commencé à investir dans les talents individuels de chaque fille, même avec des ressources limitées. Il a acheté du matériel de dessin pour Manon-Sophie, des livres de poésie pour Inès-Sarah, et a même trouvé un clavier d'occasion pour Léa-Margot. Les années de lycée
ont apporté de nouveaux défis. Philippe recevait constamment des propositions de travail dans d'autres villes, avec des salaires qui résoudraient tous les problèmes financiers de la famille. La plus tentante est arrivée quand les filles étaient en terminale. Une entreprise de Paris a offert un poste de superviseur avec un salaire 3 fois supérieur à son revenu actuel. Philippe a passé des nuits sans dormir à penser à cette proposition. Les 8 sœurs ont perçu l'angoisse de leur père et ont organisé une réunion secrète dans leur chambre. « Il va accepter cette offre de Paris », a dit Chloé Emma. « J'ai vu les papiers sur la table de la cuisine. Nous ne pouvons pas laisser cela arriver », a répondu Zoé Mathilde. « Notre dernière année de lycée est ici, nos amis sont ici. Mais il ne veut que notre bien », a tempéré Inès Sarah. « Si l'argent est serré, alors montrons-lui que nous avons des racines ici », a décidé Charlotte-Marie. Elles ont organisé un dîner spécial pour Philippe, chacune préparant un plat qu'elle avait appris à faire. Elles ont décoré le salon avec des photos de moments spéciaux des dernières années à Lyon. Chaque sœur a écrit une lettre expliquant pourquoi elle voulait rester. Chers auditeurs, si vous aimez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup à démarrer. Maintenant, continuons. Quand Philippe est rentré à la maison ce soir-là, il a trouvé la table dressée avec une nappe brodée que Camille Louise avait faite en cours d'artisanat, des bougies que Manon Sophie avait décorées et une musique que Léa Margot avait composée spécialement pour l'occasion. « Papa, asseyez-vous ici », a dit Zoé Mathilde en tirant la chaise principale. Une par une, elles ont lu leurs lettres. Charlotte-Marie a parlé des patients qu'elle voulait aider à l'hôpital local où elle faisait du bénévolat. Camille Louise a mentionné les élèves défavorisés qu'elle rêvait d'enseigner à l'école municipale. Juliette Claire avait obtenu une bourse d'études en mathématiques à l'Université d'État. « Papa, notre vie est ici », a conclu Inès Sarah, la plus timide, les larmes aux yeux. « Vous avez construit notre famille dans cette ville. Nous ne voulons pas recommencer ailleurs. » Philippe n'a pas pu retenir son émotion. Le lendemain, il a appelé l'entreprise pour refuser l'offre. Sa décision s'est avérée juste quand il a découvert, quelques semaines plus tard, que les filles avaient commencé à travailler à mi-temps pour aider aux dépenses familiales. Charlotte-Marie aidait à la pharmacie du quartier. Camille Louise donnait des cours particuliers aux enfants. Juliette Claire résolvait des exercices de mathématiques pour des camarades. Manon Sophie vendait ses dessins. Léa Margot jouait lors des fêtes d'anniversaire. Chloé Emma aidait un avocat avec sa paperasse. Inès Sarah tapait des travaux académiques. Et Zoé Mathilde vendait des bonbons à l'école. « Depuis quand vous… » demanda Philippe, incrédule. « Depuis nos 15 ans, papa, » répondit Zoé Mathilde. « Nous voulions aider, mais nous savions que vous ne nous laisseriez pas faire. Alors nous l'avons fait en secret. »« Et l'argent ? Il est sur un livret d'épargne pour votre retraite ?» dit Chloé Emma. « Nous avons calculé que lorsque vous aurez 60 ans, vous en aurez assez pour vous reposer. » Philippe découvrit qu'il n'avait pas seulement élevé 8 filles responsables, mais 8 femmes qui pensaient à l'avenir de la famille dans son ensemble. Le baccalauréat fut une étape marquante. Philippe pleura en voyant les 8 en toge et mortier, chacune se dirigeant vers une université différente, mais toutes restant à Lyon ou dans les villes alentours. Charlotte-Marie entra en soins infirmiers, Camille Louise en sciences de l'éducation, Juliette Claire en ingénierie, Manon Sophie en arts plastiques, Léa Margot en musique, Chloé Emma en droit, Inès Sarah en lettres et Zoé Mathilde en administration. « Papa, c'est maintenant à nous de prendre soin de vous », dit Zoé Mathilde pendant la fête de remise des diplômes. Les années universitaires amenèrent des petits amis et Philippe dut apprendre à gérer 8 beaux-fils potentiels. Le premier fut Thomas, le petit ami de Charlotte-Marie. Le jeune homme apparut nerveux pour demander la main de sa fille en mariage. « Monsieur Philippe, eh bien, je voudrais… » bégaya le jeune homme. « Quel âge avez-vous » demanda Philippe, sérieux. « 22 ans, monsieur. »« Vous travaillez ?»« Je suis stagiaire dans un hôpital, monsieur. »« Vos intentions avec ma fille sont-elles sérieuses ?»« Très sérieuses, monsieur. »« Je l'aime. » Philippe regarda fixement le jeune homme pendant de longues secondes jusqu'à ce que Charlotte-Marie apparaisse. « Papa, arrête d'effrayer Thomas. Il est presque en train de s'évanouir. » Philippe rit et serra dans ses bras son futur gendre. Les années suivantes, il en connut 7 autres, chacun amoureux de l'une de ses filles. À sa grande surprise,
Tous étaient des hommes travailleurs et respectueux. Le premier mariage fut celui de Charlotte Marie avec Thomas, alors qu'elle avait 24 ans. Philippe fit une crise en pensant qu'il perdrait le contrôle de la famille qu'il avait tant lutté à maintenir unie. « Papa, se marier ne signifie pas abandonner sa famille », expliqua Charlotte Marie. « Cela signifie l'agrandir. » Les 7 autres sœurs perçurent l'angoisse de leur père et organisèrent des séances de thérapie familiale déguisées en déjeuner dominical. Chaque dimanche, l'une d'elles lançait une conversation sur la normalité que les enfants grandissent et fondent leur propre famille. Pendant le mariage de Charlotte Marie, Philippe fut surpris par une invitation inattendue sur la liste. Dr Isabelle Martin, l'assistante sociale qui avait visité sa maison 20 ans auparavant, était présente. « Monsieur Philippe », dit la femme maintenant aux cheveux grisonnants et le sourire aux lèvres. « Je devais venir personnellement m'excuser. »« Des excuses? Pourquoi ?»« Pour avoir douté de vous à cette époque. Vous êtes devenu le meilleur père que j'ai jamais rencontré dans toute ma carrière. Vos filles sont des femmes extraordinaires. » Philippe découvrit que le fiancé de Charlotte Marie était le fils de Dr Isabelle Martin. Thomas avait parlé de son beau-père à sa mère, et elle était devenue curieuse de connaître l'homme qui avait élevé 8 filles seul. « Ce jour où j'ai visité votre maison, je suis parti impressionné, » continua Dr Isabelle Martin. « Je n'avais jamais vu autant d'amour et de dévouement. Vous avez transformé un défi impossible en une belle famille. » Les autres mariages suivirent. Camille Louise épousa un professeur comme elle, Juliette Claire un ingénieur, Manon Sophie un designer, Léa Margot un musicien, Chloé Emma un avocat, Inès Sarah un écrivain et Zoé Mathilde un homme d'affaires. Philippe comprit qu'il ne perdait pas des filles, il gagnait des fils. Chaque gendre le respectait et l'admirait, lui demandant souvent des conseils sur les relations et la vie familiale. Quand il a eu 50 ans, Philippe a fait le bilan de sa vie. Il avait 8 filles diplômées, travaillant dans leur domaine, heureuses dans leur mariage. Son atelier à domicile avait grandi et il avait maintenant 2 employés. Madame Moreau, maintenant âgée de plus de 80 ans, restait sa voisine et sa confidente. C'est alors que Chloé Emma, à 28 ans, est venue lui parler un dimanche après-midi. « Papa, je dois te dire quelque chose d'important. » Philippe a senti son cœur s'accélérer. Chloé Emma était sérieuse, nerveuse. « Je t'écoute, ma fille. Papa, je suis homosexuel. Je sors avec une femme depuis 2 ans. Elle s'appelle Audrey. » Philippe est resté silencieux pendant quelques secondes, digérant l'information. Chloé Emma a interprété le silence comme un rejet et s'est mise à pleurer. « Papa, je comprends si tu es déçu. » Philippe l'a interrompu par une étreinte serrée. « Chloé Emma, je veux juste que tu sois heureuse. Si Audrey te rend heureuse, alors elle est la bienvenue dans notre famille. Tu n'es pas fâché? Parce que tu as trouvé quelqu'un qui t'aime? Jamais. » Chloé Emma a pleuré de soulagement. Plus tard, Philippe a découvert que les 7 autres sœurs étaient déjà au courant et avaient préparé le terrain en parlant subtilement d'acceptation et de diversité avec lui pendant des mois. « Vous avez organisé cela ?» a-t-il demandé amusé. « Nous sommes une famille, papa », a répondu Zoé Mathilde. « Nous nous protégeons les unes les autres. » Audrey a été présentée lors de la réunion familiale suivante. Une architecte intelligente et affectueuse qui aimait clairement Chloé Emma. Philippe l'a accueillie comme une fille de plus. Les années suivantes ont apporté des petits-enfants. Le premier fut le fils de Charlotte Marie et Thomas, un garçon à qui Philippe a appris à réparer des vélos dès l'âge de 5 ans. Puis sont venus 16 autres petits-enfants, chacun avec une personnalité unique. Philippe est devenu le grand-père le plus demandé du quartier. Sa maison était toujours pleine d'enfants qui jouaient, tandis qu'il racontait des histoires sur la façon dont il avait élevé 8 filles identiques tout seul. Juliette Claire et Zoé Mathilde ont ouvert une entreprise ensemble, un cabinet de conseil qui mêlait ingénierie et gestion. L'entreprise a rapidement grandi et elles ont proposé à leur père de devenir associés. « Papa, tu nous as tout appris sur le travail et le dévouement, » a dit Juliette Claire. « Nous voulons que tu sois notre associé. » Philippe a été ému mais a refusé. « Les filles, vous n'avez pas besoin de moi. Vous avez construit cela par vos propres efforts. Je suis fier de vous voir indépendante. Mais papa, non. Vous avez volé de vos propres ailes. C'est la plus grande joie qu'un père puisse avoir. » Cher auditeur,
Si vous aimez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Maintenant, continuons. À 60 ans, Philippe a commencé à ressentir une fatigue excessive et des douleurs thoraciques. Il a consulté un cardiologue, le docteur Nicolas Blanc, qui a demandé une série d'examens. « Monsieur Philippe, vous avez un problème sérieux aux artères », a expliqué le médecin. « Vous avez besoin d'une opération urgente. Quel est le coût ? Entre 80 et 100 000 euros selon les complications. » Philippe est sorti du cabinet sous le choc. Il n'avait pas cette somme et sa retraite couvrait à peine les dépenses de base. Il a décidé de cacher la situation à ses filles pour ne pas les inquiéter. Mais Madame Moreau, maintenant âgée de 90 ans et toujours lucide, a remarqué que quelque chose n'allait pas. « Philippe, vous êtes différent, qu'est-ce qui se passe ?» Philippe n'a pas pu mentir à la femme qui l'avait aidé à élever ses filles. Il a parlé de son problème cardiaque et de l'opération coûteuse. « Vous êtes fou de ne pas le dire à vos filles, » a dit Madame Moreau. « Elles ont le droit de savoir. Madame Moreau, elles ont leur propre vie, leur propre famille. Je ne veux pas être un fardeau. » « Un fardeau ? Philippe, vous avez consacré toute votre vie à ces filles. Maintenant, c'est à leur tour de vous rendre l'appareil. » Madame Moreau, sans en parler à Philippe, a appelé Zoé Mathilde et lui a tout raconté. En quelques heures, les 8 sœurs étaient réunies chez leur père. « Papa, pourquoi ne nous as-tu rien dit ?» demanda Charlotte Marie, déjà en mode infirmière. « Vous avez vos propres familles. Nous sommes ta famille, » interrompit Camille Louise. « Tu pensais que nous allions te laisser affronter cela tout seul ?» Zoé Mathilde, avec son expérience en administration, prit la coordination. Chloé Emma utilisa ses connaissances juridiques pour négocier avec l'hôpital. Juliette Claire calcula toutes les possibilités financières. « Papa, organisons une campagne de crowdfunding, » dit Inès Sarah. « Je vais écrire ton histoire. » « Une cagnotte en ligne ? Pourquoi faire ? » « Pour montrer au monde le père héros que nous avons, » répondit Manon Sophie. « Ton histoire doit être racontée. » Léa Margot composa une chanson spéciale pour la vidéo de la campagne. Camille Louise enregistra un témoignage émouvant sur le père qui avait élevé 8 filles seules. Charlotte Marie obtint des témoignages de médecins sur l'importance de l'opération. La vidéo fut publiée un vendredi. Le samedi matin, elle avait déjà 50 000 vues. Le dimanche, 200 000. Le lundi, elle avait dépassé le million. L'histoire de Philippe toucha le cœur de milliers de personnes. Les dons commencèrent à affluer de toute la France. Des mères célibataires qui s'identifièrent à son combat. Des pères qui admirèrent son dévouement. Des personnes simplement émues par l'amour d'une famille. En une semaine, la campagne avait collecté 300 000 euros, le triple du nécessaire pour l'opération. « Papa, tu es devenu célèbre », plaisanta Léa Margot en lui montrant les articles sur Internet. « Célèbre d'avoir les meilleures filles du monde », répondit Philippe, ému. L'opération fut un succès. Pendant la convalescence, chaque fille resta une semaine pour s'occuper de son père, créant un planning parfait. Philippe réalisa qu'il était soigné avec la même tendresse qu'il leur avait consacrée quand elles étaient en bébé. « Maintenant, c'est nous qui changeons ta couche », plaisanta Chloé Emma en l'aidant pour la toilette. « Maintenant, c'est nous qui donnons les médicaments à l'heure », compléta Inès Sarah en organisant les traitements. Pendant sa convalescence, Philippe eut une surprise. L'infirmière qui avait pris soin de ses filles à leur naissance, maintenant retraitée, vint lui rendre visite. « Monsieur Philippe, je me souviens bien de vous, » dit Madame René, maintenant âgée de 70 ans. « Vous étiez un jeune homme désespéré avec 8 bébés dans les bras. Madame René, vous travaillez encore à l'hôpital ? Non, je suis retraité depuis 10 ans, mais j'ai vu la campagne de vos filles sur Internet. Je devais les rencontrer personnellement. » Madame René apporta une surprise qui allait tout changer. Une boîte contenant 8 lettres que Claire avait écrites avant de partir, une pour chaque fille. « Votre femme m'a donné ceci la nuit avant de s'en aller », expliqua l'infirmière. « Elle a dit que quand les filles auraient 30 ans, et si vous le jugiez approprié, je devrais remettre. » Philippe fut sous le choc. Pendant toutes ces années, il y avait une partie de l'histoire qu'il ne connaissait pas. Elle a écrit des lettres, une pour chaque fille, des lettres avec des noms comme si elle connaissait déjà la personnalité de chacune. Philippe tint la boîte avec des mains tremblantes. À l'intérieur, il trouva 8 enveloppes, chacune avec le nom d'une fille et une caractéristique que Claire avait perçue,
même dans les quelques jours passés avec les bébés. Pour Charlotte-Marie, ma fille soignante. Pour Camille-Louise, ma fille enseignante. Pour Juliette-Claire, ma fille intelligente. Pour Manon-Sophie, ma fille artiste. Pour Léa Margot, ma fille musicale. Pour Chloé Emma, ma fille courageuse. Pour Inès Sarah, ma fille sensible. Pour Zoé Mathilde, ma fille leader. Philippe décida de garder les lettres jusqu'aux 30 ans des filles, qui approchaient. La fête des 30 ans fut organisée dans une salle que Zoé Mathilde avait louée. Toute la famille était présente. Marie, enfants, petits-enfants, même Madame Moreau en fauteuil roulant, mais toujours lucide et souriante. « Les filles, j'ai une surprise pour vous », dit Philippe en se levant avec la boîte entre les mains. Il raconta l'histoire de Madame Renée et des lettres. Une par une, il distribua les enveloppes. Les 8 sœurs échangèrent des regards nerveux avant de les ouvrir simultanément. Charlotte-Marie fut la première à pleurer. Sa lettre disait « Ma chère Charlotte-Marie, je sais que tu seras celle qui prendra soin de tes sœurs. Je l'ai vu dans tes yeux dès le premier jour. Même étant la première née, tu regardais les autres avec protection. Prends soin d'elles et de ton père. Sois l'infirmière de la famille, comme je sens que tu le seras dans la vie. Je t'aime. Maman. » Camille-Louise lisait sa lettre à voix haute. « Camille-Louise, tu seras l'institutrice. Je t'ai vu consoler tes sœurs quand elles pleuraient, comme si tu savais déjà comment éduquer. Enseigne-leur à être fortes, comme tu le seras. Je t'aime. Maman. » Une par une, les lettres révélèrent comment Claire avait perçu, même en quelques jours, la personnalité unique de chaque fille. Juliette-Claire serait l'intelligente qui résoudrait les problèmes. Manon-Sophie, l'artiste qui apporterait la beauté au monde. Léa Margot, la musicienne, qui réjouirait les cœurs. Chloé Emma, la courageuse qui défendrait la justice. Inès Sarah, la sensible qui toucherait les âmes avec des mots. Zoé Mathilde, la leader qui unirait la famille. Toutes les prédictions de Claire se réalisèrent. « Pourquoi est-elle partie si elle savait qui nous étions ?» demanda Inès Sarah en pleurant. Philippe lut la dernière lettre adressée à lui. « Philippe, pardonne-moi. Je ne suis pas forte comme toi. Je regarde ces 8 filles et je vois 8 avenirs que je ne sais pas comment assurer. Tu as un amour plus grand que le mien, une force que je n'ai pas. Elles seront extraordinaires parce que tu es extraordinaire. Un jour, quand elles seront des femmes, elles comprendront que je suis parti parce que je les aimais trop pour gâcher le miracle que tu ferais avec elles. Merci d'être le père que je n'aurais jamais pu être en tant que mère. Claire. » La pièce resta silencieuse. Puis Zoé Mathilde dit « Elle avait raison, vous avez fait un miracle avec nous. » « Non, » répondit Philippe, « c'est vous qui avez fait le miracle. Vous êtes devenues des femmes formidables malgré toutes les difficultés. » Les 8 se levèrent et embrassèrent leur père ensemble, comme elles le faisaient enfant. Mais maintenant, c'étaient 8 femmes fortes, indépendantes, qui avaient choisi de rester unies. Chloé Emma était enceinte de jumeaux et avait passé des mois inquiète, craignant de répéter l'histoire d'abandon de sa mère biologique. « Papa, et si je n'y arrive pas? Et si c'est trop difficile ?» Philippe la rassura. « Chloé Emma, tu as quelque chose que je n'avais pas. 7 tantes dévouées et une épouse qui t'aime. Ces bébés auront plus d'amour qu'ils ne sauront qu'en faire. » Audrey serra la main de son épouse, confirmant son soutien inconditionnel. La fête continua jusqu'à tard, avec des histoires racontées, de vieilles photos montrées, des petits-enfants courant dans le salon. Philippe regarda autour de lui et vit 3 générations de la famille qu'il avait élevée. 2 ans plus tard, les 8 sœurs eurent une idée. Elles décidèrent d'écrire un livre racontant l'histoire unique d'avoir grandi comme octuplées élevées par un père célibataire. « Papa, combien de familles vivent des situations similaires ?» demanda Camille-Louise. « Notre histoire peut aider d'autres personnes. » Le livre « 8 fois l'amour, l'histoire vraie d'un père et ses octuplés » fut écrit en collaboration par les 8 sœurs, chacune contribuant de son point de vue. Inès Sarah coordonna l'écriture, Manon-Sophie fit les illustrations, Léa Margot composa la musique du livre audio. La sortie fut un événement émouvant. Philippe était nerveux à l'idée de parler en public, mais ses filles l'encouragèrent. « Papa, il est temps que le monde connaisse notre histoire, » dit Charlotte-Marie. L'auditorium était comble. Des personnes qui avaient suivi la campagne pour l'opération, des familles avec des multiples, des parents célibataires, des professionnels du social.
Philippe monta sur scène pour remercier, mais fut interrompu par ses 8 filles, qui avaient préparé une surprise. Une par une, elles parlèrent des moments précis où Philippe avait fait la différence dans leur vie, révélant des sacrifices qu'ils croyaient qu'elles n'avaient jamais remarqués. Charlotte-Marie raconta les nuits où il veillait lorsqu'elle avait de la fièvre, même s'il devait travailler le lendemain. Camille-Louise se souvint de comment il avait appris à lui attacher les cheveux pour qu'elle aille au bal de fin d'études secondaires. Juliette Claire parla de comment il avait vendu ses 2 seuls outils professionnels pour lui acheter sa première calculatrice scientifique. Manon-Sophie mentionna comment il avait travaillé des week-ends supplémentaires pour payer ses fournitures d'art. Léa Margot s'émut en racontant comment il avait passé un mois à ne manger que du riz et des haricots pour lui acheter son premier clavier. Chloé Emma se rappela comment il avait étudié le droit du travail pour l'aider avec un devoir universitaire. Inès Sarah parla des livres qu'il empruntait à la bibliothèque pour nourrir sa passion pour la littérature. Zoé Mathilde, enfin, révéla le plus grand secret. « Papa, tu crois que nous sommes indépendantes par hasard. Nous habitons toutes dans un rayon de 10 km de toi. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un choix. Nous avons choisi de rester près de l'homme qui a consacré sa vie entière à nous élever. » Quand les lumières se sont allumées dans l'auditorium, Philippe vit qu'il était entouré de 27 petits-enfants, 8 filles, 8 gendres, une belle-fille et des centaines de personnes applaudissant debout. Madame Moreau, maintenant âgée de 95 ans, était au premier rang dans un fauteuil roulant, pleurant d'émotion. « Philippe, dit-elle, d'une voix faible mais ferme, tu as réussi. Regarde quelle belle famille tu as élevée. » Docteur Isabelle Martin était également présente, maintenant grand-mère des enfants de Charlotte-Marie, avec son fils Thomas. « Monsieur Philippe, dit-elle en s'approchant, il y a 30 ans, j'ai douté de vous. Aujourd'hui, je constate que j'ai assisté au plus grand miracle de ma carrière professionnelle. » Philippe comprit enfin qu'il n'avait pas élevé 8 filles identiques. Il avait élevé 8 femmes extraordinaires qui avaient choisi de rester unies. La peur de les perdre s'était transformée en certitude que l'amour multiplié par 8 avait créé des liens indestructibles. Chloé, Emma et Audrey eurent des jumeaux, un garçon et une fille. Le jour de la naissance, Philippe tint les bébés dans ses bras et vit la roue de la vie accomplir un nouveau cycle. « Maintenant, c'est à nous d'enseigner à ces petits la famille », dit Léa Margot en regardant ses neveux et nièces. Les années suivantes apportèrent plus de petits-enfants, plus de mariages, plus de joie. Philippe prit sa retraite définitive à 65 ans, mais continua d'être le centre de la famille. Toutes les grandes décisions passaient par lui. Toutes les fêtes étaient organisées chez lui. Tous les dimanches, la famille se réunissait pour le déjeuner traditionnel qu'il avait instauré 30 ans plus tôt. « Papa, dit Zoé Mathilde un de ces dimanches, est-ce que tu regrettes quelque chose ?» Philippe regarda autour de la table. 8 filles, 8 gendres, une belle-fille, 32 petits-enfants, et Madame Moreau, maintenant centenaire, toujours présente aux retrouvailles familiales. « Je ne regrette qu'une seule chose, » répondit Philippe. « De quoi, papa ? D'avoir mis tant de temps à comprendre que vous n'étiez pas ma responsabilité. Vous étiez ma bénédiction. » Inès Sarah, la plus sensible, se mit à pleurer. « Papa, tu as été notre bénédiction aussi. »« Non, ma fille. Vous avez été le miracle de ma vie. J'étais un jeune homme de 28 ans qui ne savait rien sur l'éducation des enfants. Vous m'avez appris à être père. Vous m'avez appris à être une famille. Vous m'avez appris que l'amour se multiplie quand on le partage. » À ce moment, Philippe comprit que son histoire n'était pas celle d'un homme qui avait élevé 8 filles seul. C'était celle de 8 filles extraordinaires qui avaient transformé un jeune homme effrayé en le père dont elles avaient besoin. La dernière surprise vint pour le 70e anniversaire de Philippe. Les filles organisèrent une fête sur la place du quartier où elles avaient grandi. Des centaines de personnes étaient venues, d'anciens élèves de Camille et Louise, des patients que Charlotte-Marie avait soignés, des clients de Juliette Claire et Zoé Mathilde, des personnes touchées par l'art de Manon-Sophie, par la musique de Léa Margot, par le travail d'avocate de Chloé Emma, par la littérature d'Inès Sarah. « Papa, dit Charlotte-Marie en prenant le micro, vous avez élevé 8 filles, mais vous avez touché des centaines de vies grâce à ce que vous nous avez enseigné. Une vidéo a été projetée avec des témoignages de personnes qui avaient reconnu la famille au fil des années. Des professeurs, des voisins,
des collègues de travail, tous parlant de l'impact de la famille Dubois sur leur vie. Le dernier témoignage était celui d'une jeune femme de 20 ans. « Je m'appelle Julie, je suis médecin. Quand j'avais 10 ans, j'étais harcelée à l'école parce que j'étais un peu ronde. 8 sœurs m'ont protégée, m'ont défendue, m'ont appris que j'avais de la valeur. Charlotte Marie m'a inspirée à devenir infirmière. Camille Louise m'a appris à étudier. Juliette Claire m'a aidé en mathématiques. Chacune d'elles a planté des graines d'estime de soi qui m'ont permis d'arriver où je suis aujourd'hui. Merci, famille Dubois, de m'avoir sauvé. » Philippe n'a pas pu retenir ses larmes. Il a découvert que sa famille avait créé des vagues d'amour qui s'étaient propagées dans toute la communauté. « C'est vous qui avez fait tout cela ?» demanda-t-il à ses filles. « Nous avons appris de vous, papa, » répondit Zoé Mathilde. « Vous nous avez appris que la famille n'est pas seulement ceux qui partagent le même sang, c'est ceux qui prennent soin, qui protègent, qui aiment. » À la fin de la fête, quand tout le monde était parti, Philippe est resté seul sur la place avec ses 8 filles, maintenant des femmes de 50 ans, et ses petits-enfants jouant autour. « Les filles, dit-il en regardant chacune d'elles, vous voulez savoir la vérité ? » « Quelle vérité, papa ? Ce matin de 1995, quand je suis sorti de l'hôpital avec vous 8, j'étais terrifié. Je pensais avoir ruiné ma vie, que je n'y arriverais jamais. Aujourd'hui, à 70 ans, je peux dire que ce fut le plus beau jour de ma vie. Pourquoi, papa ? Parce que ce jour-là, vous m'avez sauvé. J'étais un jeune homme perdu qui ne savait pas quel était son but dans le monde. Vous m'avez donné le plus grand but qu'un homme puisse avoir, être père. » Inès Sarah a pris un carnet et a commencé à écrire, comme elle le faisait toujours quand quelque chose l'émouvait. Léa Margot a chantonné doucement une mélodie qu'elle venait de composer. Manon Sophie observait le coucher du soleil, imaginant comment elle transformerait ce moment en art. Les 5 autres regardaient simplement leur père, enregistrant dans leur mémoire chaque mot, chaque expression, comme elles le faisaient depuis leur enfance. « Papa, » dit Chloé Emma, « et si quelqu'un vous demandait quel a été votre secret pour élever 8 filles seules ?» Philippe a souri, regardant l'horizon où le soleil se couchait sur Lyon, la ville qui avait accueilli sa famille pendant des décennies. « Le secret était simple, ma fille. Je n'ai jamais essayé d'être le père parfait. J'ai seulement essayé d'être le père dont vous aviez besoin chaque jour. Et vous m'avez appris à être ce père. » Madame Moreau, maintenant centenaire, a été amenée dans un fauteuil roulant par l'un de ses petits-enfants. D'une voix faible mais encore lucide, elle a prononcé ces derniers mots de la soirée. « Philippe, vous vous souvenez quand vous avez pleuré dans ma cuisine en tenant 8 bébés ? Je vous ai dit qu'elles seraient de votre bénédiction et votre plus grand défi. J'avais raison sur les 2 points. En effet, Madame Moreau. Et vous savez quoi ? A continué la centenaire. Vous n'avez pas seulement élevé 8 filles extraordinaires. Vous avez prouvé que l'amour d'un père est capable de multiplier les miracles. » Alors qu'il rentrait chez eux ce soir-là, Philippe marchait lentement, entouré de 8 femmes qui étaient à la fois ses filles, ses meilleures amies, ses compagnes de vie et ses plus grandes fiertés. 30 ans après ce matin de 1995, il comprit enfin qu'il n'avait rien perdu quand Claire était partie. Il avait tout gagné, 8 fois tout. La famille Dubois était devenue une légende à Lyon. Leur histoire était racontée dans les universités comme un exemple de résilience familiale. Le livre avait été adapté en film national avec des acteurs locaux. La chanson de Léa Margot sur la famille a été diffusée sur les radios de tout le pays. Mais pour Philippe, rien de tout cela n'importait autant que le dimanche suivant, quand sa maison serait à nouveau remplie de rires, de désordre, de discussions, de câlins et de l'amour multiplié par 8 qui définissait sa famille depuis 3 décennies. En se couchant ce soir-là, Philippe regarda la photo des 8 bébés de 1995 sur la table de chevet. Puis il regarda par la fenêtre et vit la maison de Charlotte Marie, l'appartement de Camille Louise, la maison de Juliette Claire, toutes illuminées à quelques pâtés de maison de distance. Ses filles avaient choisi de rester près de lui, non par obligation, mais par amour. Le même amour qu'il leur avait consacré toute sa vie. Et pour la première fois en 30 ans, Philippe s'endormit sans aucun souci. Sa mission était accomplie. Ses 8 filles étaient des femmes épanouies, heureuses, qui perpétuaient les valeurs qu'il avait tenté de leur inculquer. L'amour s'était multiplié par 8, puis par 8 fois 8 avec les petits-enfants, et continuerait de se multiplier au fil des générations. L'histoire de Philippe Dubois et de ses octuplés ne faisait que commencer.
Fin de l'histoire. Et alors, cher auditeur, qu'avez-vous pensé de l'histoire de Philippe et de ses 8 filles? Combien de larmes d'émotion cette famille vous a-t-elle arraché? Dites-nous dans les commentaires quelle est la partie qui vous a le plus touché et si vous connaissez une histoire similaire. N'oubliez pas de laisser un petit like et de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires qui vont droit au cœur. Merci de votre compagnie.